Donner un point de vue, c'est ce qui est important. Donner votre point de vue, c'est ce qui compte. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Point de vue. Nous avons reçu pour vous aujourd'hui le docteur Noël Tchani Modianvita, à qui nous allons dire bonjour docteur. Bonjour et merci de me recevoir ici. Merci beaucoup. Avec docteur Noël Tchani Modianvita, nous allons parler de l'homme après la présidentielle dernière. Comme vous le savez, il a été candidat à la présidentielle. Nous allons également parler de l'actualité économique, notamment la zone de libre-échange continentale qui a été lancée par les chefs d'État africains récemment à Niamey. Nous allons également aborder la question politique. Vous savez, il est politicien. Et nous allons conclure par un mot. Il aura un mot adressé à vous, chers téléspectateurs. Une fois encore, bienvenue, docteur. Merci. Nous allons commencer avec vous, Noël Tchani. Vous vous êtes engagé à la dernière campagne pour la présidentielle, mais vous n'avez pas été élu. Que devenez-vous aujourd'hui dans l'espace politique congolais? L'espace politique congolais, comme vous savez, est composé de politiciens que je déteste. Je déteste ces politiciens congolais parce que pendant plusieurs années, ils ont pris notre pays en otage et le pays n'a pas décollé. Ça a été géré par des politiciens, ça continue à être dans les mains des politiciens. Ils se disputent tous les jours et ils ne savent pas quoi faire de la République démocratique du Congo. Donc, pour le moment, je suis là, j'ai créé une compagnie, la compagnie financière d'investissement et de crédit, qui a pour ambition d'investir dans tous les secteurs clés de la vie économique nationale, dans les télécommunications, les banques, la finance, dans l'agroalimentaire, dans le négoce, dans l'industrie, donc dans l'hôtellerie, dans l'immobilier. C'est une compagnie qui va avoir des branches pratiquement partout, dans tous les secteurs. J'ai des partenaires qui sont des Asiatiques, donc nous sommes dans le processus de mise en place de cette compagnie. Donc, chers téléspectateurs, vous écoutez avec moi, le docteur Tchani va s'investir comme tout Congolais qui compte apporter une pierre dans l'édifice qu'est le Congo ou encore le développement de la RDC. Et docteur, vous n'attendez rien du nouveau gouvernement si on vous proposait un poste? Vous savez, les gens ici sont habitués tellement au partage de postes qu'ils mettent cela en avant. Moi, je considère que nous avons une vision de développement qui est le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, qui a été vulgarisé suffisamment, que connaissent les autorités ou que connaît le président de la République très bien, parce que quand je l'ai rencontré, je lui ai présenté ce plan dans les détails. Maintenant, c'est à lui de déterminer est-ce que c'est quelque chose qui lui convient et qu'il peut utiliser pour le développement de la RDC, ou bien est-ce qu'il se suffit à lui-même. S'il me fait appel, nous allons discuter en ce moment-là. Je ne sais pas pour le moment s'il a cela donc sur sa table ou dans sa pensée, mais nous attendons tous la composition du gouvernement. Nous ne savons pas jusqu'à présent pourquoi ce gouvernement ne sort pas, le genre de personnes qu'eux ils recherchent. Donc si nous remplissons le profil de ce qu'il faut pour que le Congo puisse démarrer et qu'on nous fait appel, certainement que la réponse sera positive. Sinon, nous allons continuer dans le secteur privé et aussi nous pourrons être actifs dans l'international parce qu'on est venu de la communauté internationale et on a beaucoup de connexions de ce côté-là. Nos téléspectateurs comprennent déjà votre position, celle d'investisseur plutôt, mais ces mêmes téléspectateurs se posent souvent les questions. Vous êtes politique, bien sûr. Appartenez-vous dans l'opposition ou dans la majorité? D'abord, je voudrais corriger, je ne suis pas politicien, je ne suis pas politique. Vous savez que je n'ai jamais occupé un poste politique dans ce pays ici. Comme je disais tout à l'heure, les politiciens, c'est eux qui nous ont amenés à la situation actuelle. Je suis un banquier, j'ai travaillé dans les banques commerciales, banques d'investissement et dans les banques de développement aux États-Unis. J'ai travaillé sur les 5 continents, sur 85 pays différents. Donc, n'ayant jamais fait de politique dans mon pays, j'ai été révolté de constater qu'un pays avec tant de ressources naturelles n'a pas été bien géré. Et ce pays, aujourd'hui, se trouve être l'un des plus pauvres du monde. C'est cette révolte-là, intérieure, qui m'a amené à me présenter aux élections présidentielles parce que je voulais mettre à la porte les politiciens et gérer le Congo différemment. Le peuple congolais en a décidé autrement. Pour le moment, nous prenons donc un peu de recul. On va observer,
et il y aura d'autres prochaines échéances et nous allons peut-être consulter encore donc le peuple au moment opportun. Comme vous dites, le pays a été mal géré. Concrètement, à quoi vous faites référence? À qui vous donnez la faute? Je donne la faute à tous ceux qui ont géré ce pays et à tous ceux qui ont participé à cette faillite de l'État. Le pays a été géré par qui? Il y a eu des présidents de la République depuis 1960 jusqu'à présent. Ces présidents étaient entourés donc de ministres, ils étaient entourés donc de PDG, ils étaient entourés donc de gens à tous les niveaux. Et c'est tout ce groupe-là qui a mal géré donc mon pays. Et moi, je suis heureux que pendant toute cette période, je n'ai jamais été associé à la mauvaise gouvernance du pays. Je viens ici avec des mains propres. Quelqu'un qui a été envoyé à l'extérieur par le gouvernement du Zaïre pour aller étudier avec la bourse du gouvernement, qui a étudié, qui a appris, qui a travaillé ailleurs, qui a acquis l'expérience professionnelle et qui est revenu maintenant avec une forte vision, une forte conviction pour changer les choses en reprenant la gestion du pays des mains de ceux qui n'ont pas été à la hauteur des ambitions de développement de notre pays. Donc si je vous comprends bien, chacun de ceux qui ont gouverné a sa part des responsabilités dans la destruction de ce pays et non une seule personne. Non, je n'ai jamais blâmé un seul individu. Bien sûr que les présidents de la République ont toujours été les premiers et ceux qui sont visés parce que c'est eux qui ont la responsabilité de mettre en place les équipes appropriées. Ils se sont donnés à quoi? Ils se sont adonnés au tribalisme, ils ont choisi le clientélisme, ils ont mis dans nos institutions des gens qui étaient incompétents, des gens qui étaient corrompus et ces présidents de la République n'ont rien fait pour changer cette situation-là. Donc ils sont les premiers à être blâmés, mais ils ne sont pas les seuls qui sont responsables de la situation actuelle. Je blâme tout le monde, à tous les échelons, tous ceux qui ont participé à cette débâcle sont à blâmer pour la faillite de l'État complet. Chers téléspectateurs, vous comprenez avec moi, aujourd'hui, le pays va mal et Dr Noël Tchani, Modiam Vita, s'adresse à tout un chacun, à celui ou à ceux qui ont contribué à la destruction de ce pays. Donc, il ne lance pas la pierre à une personne, mais à tous ces mondes-là qui ont participé à la gestion de la République. Nous revenons vers vous, docteur. Il y a cette actualité économique. Les présidents africains ont lancé la zone de libre-échange continentale récemment au sommet de Niamey. Vous, en tant qu'économiste, si vous pouvez expliquer aux téléspectateurs ces concepts de la ZLEC, qu'est-ce que cela signifie? Oui, la zone de libre-échange, c'est un marché commun qui va regrouper 55 pays africains. Et comme vous savez, ces 55 pays africains ont une population combinée de 1,4 milliard de personnes. Et nous avons, en tant qu'Africains, pour tout le continent, un PIB, un produit intérieur brut global combiné de 2500 milliards de dollars. Donc ça veut dire que c'est un gros marché. Pour que les gens puissent avoir une idée de comparaison, la République démocratique du Congo aujourd'hui a une population de 92 700 000 personnes. L'Afrique a une population de 1,4 milliard de personnes. Donc c'est un gros marché par rapport au marché de la RDC. La RDC a un PIB total aujourd'hui qui tourne dans les environs donc de 14 milliards de dollars. Au niveau africain, on parle donc de 2500 millions 500 000 milliards de dollars. Donc c'est un gros marché par rapport à nous. Donc l'idée ici c'est d'enlever les barrières tarifaires, supprimer les douanes, pas supprimer les douanes, mais supprimer donc les droits des douanes entre pays africains pour les produits qui sont importés donc de notre pays africain. Supprimer donc ces droits de douane sur tout ce qui est fabriqué à l'intérieur de l'Afrique qui doit circuler librement et aussi supprimer donc les barrières telles que les formalités administratives, ce qu'on appelle des barrières non tarifaires. Créer un marché commun pour que quand vous avez une entreprise qui est installée par exemple en République démocratique du Congo et qui produit par exemple une boîte d'allumettes, elle peut vendre cette boîte d'allumettes pas seulement à 92 700 000 personnes qui sont des Congolais, mais aussi à 1,4 milliard de personnes, 1,4 milliard de personnes qui sont des Africains, sans avoir donc des restrictions à l'intérieur de ce marché commun. Donc ça crée plus d'opportunités, ça crée des occasions pour que certaines entreprises justifient donc certains investissements dans un pays parce que ces entreprises sauront qu'une fois qu'elles ont investi, les produits qu'ils vont produire
Ces produits seront vendus pas simplement à la population du pays concerné, mais à toute la population africaine. Donc de ce point de vue, c'est une initiative donc louable. Et c'est une initiative sur laquelle beaucoup de pays africains ont travaillé pendant plusieurs années. Mais il y a aussi des côtés négatifs à cela. Oui, c'est justement ce que nous allons aborder. C'est une initiative louable, la zone de libre-échange continentale, qui venait d'être lancée à Niamey par les chefs africains. Alors là, vous avez donné les enjeux d'une façon générale, mais d'une façon particulière pour la RDC. Quel est l'enjeu de cette zone? Oui, l'enjeu pour la RDC, c'est d'abord, est-ce que nous sommes préparés pour jouer un rôle actif dans ce marché commun africain, ou bien nous allons être des suiveurs, des gens sur qui les autres pays imposent le rythme ou la vitesse. Je pense que pour être préparé et pour prendre avantage de ce marché commun africain, il faut que le Congo, en tant que pays, puisse avoir d'abord une industrie locale qui produit. L'industrie locale, ça peut être l'agroalimentaire, où nous produisons des produits agricoles qu'on met dans des sachets, où on y ajoute de la valeur dans des conserveries, non seulement pour notre consommation intérieure, mais également pour exporter vers d'autres pays. Ça peut être les produits de l'élevage ou de la pêche. Ça peut être donc la petite industrie. Est-ce que nous fabriquons ici, par exemple, les textiles, les habits, en prenant le coton que nous produisons localement, en transformant cela donc en textile pour faire des habits. Est-ce que nous avons ces produits-là? Est-ce que nous prenons nos matières premières congolaises? Les minerais, par exemple. Est-ce qu'on prend le diamant du Kasaï plus l'or donc de la province orientale pour faire les bagues de fiançailles des qualités pour pouvoir exporter vers d'autres pays ou d'autres pays africains? Ma réponse est non. Je crois que le Congo n'est pas encore prêt, n'a pas atteint cette dimension, ce niveau de développement-là. D'autres pays africains ont déjà atteint ce niveau de développement, peut-être, et sont prêts à pouvoir jouer un rôle beaucoup plus actif. Je donne l'exemple. Le Rwanda, à côté, a installé sur son territoire une usine d'assemblage de voitures et de camions. Ils ont un petit marché. Ils ne savent pas à qui vendre ces camions-là. Ils sont très actifs dans la promotion de ce marché commun africain parce que ça va leur permettre de vendre leurs voitures assemblées au Rwanda sur le territoire congolais qui est un grand marché. Ils vont exporter ces voitures vers d'autres pays d'Afrique centrale ou d'autres pays africains. Donc, ils sont prêts à jouer ce rôle-là. Deuxième exemple, le Nigeria. Le Nigeria produit beaucoup de produits de cosmétiques, par exemple. Ils sont prêts à pouvoir exporter ces produits-là vers d'autres pays africains. Quand on regarde le Ghana, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Côte d'Ivoire, ces pays sont plus avancés que nous sur le plan de l'industrie locale. En ce qui nous concerne, je ne connais pas ce que nous produisons. Nous avons des minéraux que nous produisons à l'état brut et ces minéraux-là sont exportés à l'état brut vers les pays occidentaux, pas vers les pays africains parce que ces pays africains ne sont pas très industrialisés. Donc, dans la zone de libre-échange, nous sommes bien contents de faire partie du mouvement, mais en réalité, je ne suis pas certain encore que nous allons jouer un rôle très actif en tant que pourvoyeurs des produits congolais que d'autres Africains vont acheter. Deuxième élément important que je souhaiterais souligner, c'est que quand on a créé un marché commun, ça veut dire que toute entreprise qui peut investir en Afrique peut aller là où elle se sent à l'aise, investir, sachant qu'une fois qu'elle a produit, à partir de ce pays-là, il va exporter vers d'autres pays. Nous avons un problème en République démocratique du Congo. Le climat des affaires en RDC est nauséabond. Il est très mauvais. La corruption endémique, le manque d'infrastructures, manque d'eau, manque d'électricité, manque de services de télécommunications, la bureaucratie. Donc, tout cela, ça fait que notre environnement des affaires nous fait classer par le groupe de la Banque mondiale qu'on appelle Doing Business parmi les pires destinations des investissements en Afrique. Nous sommes classés 161e sur 180 pays en utilisant comme critère le climat des affaires. Donc, les pays tels que le Rwanda qui sont à côté sont considérés comme étant une meilleure destination des investissements parce qu'ils ont fait déjà ces réformes-là et ils sont à mesure d'attirer des gros investissements qui viennent de l'extérieur. Moi, je dirais que le peuple congolais ne doit pas trop compter sur ce marché d'échange, de libre-échange africain, jusqu'à ce que nous soyons préparés en faisant donc ces préalables que je suis en train donc d'élaborer. Quand nous serons préparés, et en ce moment-là, la RDC pourrait ratifier l'adhésion à cet accord de libre-échange au niveau continental. Sinon, si nous ne le faisons pas, nous allons simplement nous précipiter à adhérer à des choses qui, à la fin, nous signons en quelque sorte donc la mort économique de la République démocratique du Congo en tant que pays.
si nous signons tout de suite là notre entrée dans la ZLEC, nous signons la mort économique de notre pays, comme le dit le docteur Noël Tchani Mwadiamvita. Alors docteur, pendant ces temps qu'on peut qualifier d'observation pour la RDC, comment on peut tirer profit de cette zone? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel peut être notre profit en regardant ce que les autres font, selon votre point de vue? À mon avis, pendant cette période, ce que nous devons faire, c'est accélérer le processus de réforme et de transformation de la société congolaise. Comment le faire? La première des choses, c'est doter le Congo d'un gouvernement de qualité. Depuis 6 mois, nous sommes hypnotisés parce que nous sommes incapables d'avoir un gouvernement. Or, je vous donne l'exemple. Le Sénégal, en 4 jours, avait mis en place, avait nommé un premier ministre, avait composé le gouvernement, ils se sont mis au travail et ils font des réformes pour améliorer l'environnement des affaires et consorts, attirer des investisseurs. Nous, pendant 6 mois, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. On n'a même pas de gouvernement. Donc, pour faire les choses dans l'ordre, je pense qu'il nous faut commencer par mettre en place l'équipe de qualité, nommer les membres du gouvernement, les laisser donc travailler librement et qu'ils fassent des réformes structurelles importantes, notamment l'amélioration de l'environnement des affaires, la mise en place d'un système financier qui fonctionne. Nous avons 20 banques commerciales aujourd'hui qui ne servent absolument à rien. 20 banques commerciales. Ces banques commerciales appartenant aux étrangers ne sont pas là pour financer l'économie congolaise ou bien pour financer l'entrepreneuriat congolais. Elles sont là pour financer les activités des originaires de leur pays d'origine. Donc, nous avons un problème là-bas qu'il faudra que nous puissions régler. Nous devons construire les infrastructures de base, c'est-à-dire les routes, les autoroutes, les aéroports, connecter toutes les provinces du pays, intégrer le marché intérieur. Nous avons un marché de 92 700 000 personnes, mais qui se comporte comme étant des petits marchés fragmentés. Chaque province, on dirait c'est une province autonome qui n'a rien à voir économiquement avec des provinces, le reste des provinces donc de la RDC. Ça, ce sont des choses prioritaires que nous devons faire en tant que pays. Et quand nous allons faire ces choses-là, en ce moment-là, nous pouvons penser à adhérer à des zones d'intérêt continentales. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, en réalité, nous sommes en train de nous vendre aux autres Africains au détriment donc du peuple congolais. Toujours dans le cadre de l'intégration régionale, docteur, et sous-régionale, il se déroule actuellement au pays un débat très passionné, notamment sur la construction du pont rail, Kinshasa et Brazzaville. Face à cela, certains compatriotes pensent que ce n'est pas nécessaire. On doit d'abord commencer par la construction d'un port à eau profonde à Banana. Et vous, en tant qu'économiste, quelle est votre position? Je suis le premier à avoir vulgarisé ce point de vue en disant intégration régionale ou intégration africaine, oui, mais après intégration intérieure, intégration nationale. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas d'intégration nationale. Nous avons la République démocratique du Congo composée de plusieurs provinces et chaque province se comporte comme un État autonome, un État indépendant, pas de connexion entre nous. Donc, ce que nous devons faire avant de penser à la construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville qui va faciliter quoi? L'importation des marchandises qui seraient débarquées au port en eau profonde, donc de Pointe-Noire. Ils vont traverser le pont, arriver en République démocratique du Congo et une fois qu'elles entrent ici, on va les dispatcher à l'intérieur donc du pays. Ça va en quelque sorte détruire l'émergence de l'industrie locale au profit des importations moins chères qui viendraient d'Asie, qui viendraient donc d'autres pays. Mais au-delà de ça, la difficulté c'est que si nous le faisons de cette façon-là, de façon précipitée, nous allons mettre en faillite les ports de Boma, les ports de Matadi, qui sont déjà vétustes, qui sont dans une situation nécessitant restructuration. Et en plus de cela, si nous n'arrivons pas à construire un port équivalent au port donc de Pointe-Noire, le port équivalent dans notre pays serait le port en eau profonde donc de Banana. Et en ce moment-là, je pense que nous aurons en quelque sorte donc jeté le marché de la République démocratique du Congo aux Congolais de Brazzaville. Et nous allons donc supprimer les intérêts du peuple congolais, les emplois, surtout de la province donc du Congo central au profit du pays frère donc du Congo Brazzaville. Et je pense que nous ne sommes pas là pour là. Nous ne sommes pas là pour servir les autres avant de nous servir nous-mêmes. Donc, d'accord avec la construction du pont entre Kinshasa et Brazzaville, mais simplement après que certains préalables aient été réalisés. Et ces préalables sont lesquels? 1. La réhabilitation du port de Matadi, la réhabilitation du port de Boma,
la construction du port à eau profonde de Banana, la construction d'une autoroute moderne allant de Banana, Boma, Matadi, Kinshasa et ses bifurquant à l'intérieur du pays pour relier toutes les provinces du pays. Donc, si nous faisons ces choses-là, et en plus de cela, il y a un autre préalable, c'est qu'actuellement notre fleuve, au niveau de Matadi et de Boma, il y a beaucoup de bateaux qui sont morts, qui se trouvent donc dans l'eau, qui ne permettent pas aux grands paquebots de venir d'accoster là-bas. Nous devons acheter en tant que pays, à travers les organismes publics donc appropriés ou privés appropriés, ce qu'on appelle des bateaux de balisage et de dragage pour qu'on puisse nettoyer le fleuve et le rendre accessible, navigable à tous ces grands bateaux qui peuvent venir donc de l'extérieur. Donc, bref, en faisant ces préalables-là, en intégrant toutes les provinces de la RDC, on sera prêt maintenant à faire l'intégration avec le pays, la République du Congo, à travers la construction de ce pont entre Kinshasa et Brazzaville. La RDC n'est pas là pour servir les autres, c'est l'avis du docteur Noël Tchani Mwadiamvita. La priorité, c'est le port à eau profonde à Banana, et puis viendra ensuite le pont au rail entre Kinshasa et Brazzaville. Nous passons maintenant à la politique actuelle, docteur. Une classe politique sans opposition dans une démocratie et sauf un espace d'interaction politique. Aujourd'hui, nous avons la coalition Lamuka, censée incarner cette opposition en RDC, mais traverse ou bien est traversée par des vents contraints qui nous font courir à son implosion. Alors vous, en tant que... vous avez dit que vous n'êtes pas politicien, mais vous avez concouru au moins à la campagne de la présidentielle. Qu'est-ce que cela vous fait-il craindre ce problème au sein de la coalition Lamuka? Je suis partisan, moi, de ce qu'on appelle une république fonctionnelle. C'est-à-dire, quand nous avons un pays, nous avons les gens qui sont au pouvoir, mais en face d'eux, il y a aussi une opposition responsable et qui s'affronte à travers des idées, des débats d'idées, pour que le pays puisse bénéficier de la contribution de tous ses fils et de toutes ses filles. Actuellement, je ne dirais pas d'abord que l'opposition est incarnée par ce petit groupe-là dont vous parlez. L'opposition, il y a des gens qui sont des gens responsables et qui sont propres et qui n'ont jamais été mêlés à des histoires horribles dans le passé. Moi, je ne vois pas une opposition comme étant un groupe de personnes, soit qui ont mal géré le pays et qui ne se trouvent pas au pouvoir et qui commencent à faire du bruit parce qu'ils ne sont pas donc au pouvoir. Et surtout qui utilisent des moyens qui ne sont pas très démocratiques et surtout des moyens qui peuvent même aller à l'encontre des intérêts du peuple congolais. Donc, j'encourage l'émergence d'une opposition responsable, éduquée, instruite, des gens qui ne sont pas des criminels, qui n'ont jamais participé à la mauvaise gouvernance du passé. Ceux qui sont couverts donc de ces fléaux-là, qui ont endeuillé la République et qui ont amené la République donc à genoux, je souhaiterais qu'ils soient un peu plus modestes. Donc, pour le moment, je ne pense pas que la disparition de ce groupe-là ferait du mal à la République démocratique du Congo. Pas du tout. Bien au contraire. Quelle posture pensez-vous que cette opposition devrait avoir face au pouvoir actuel, qui est une composition des FCC Cash? L'opposition, pas cette opposition en tant que ce groupe que vous avez mentionné, mais l'opposition d'une façon générale par rapport au pouvoir. L'opposition doit jouer le rôle constructif de critique, avoir une force de proposition. C'est ça que je vois comme étant une opposition qui serait utile au pays. Par exemple, il y a des gens qui ne se retrouvent pas au gouvernement et qui ne sont pas d'accord. Je viens de faire une analyse tout à l'heure sur le pont à construire entre Kinshasa et Brazzaville. Si le gouvernement veut construire ce pont, je veux que l'opposition vienne, comme moi je l'ai dit, en disant nous voulons ce pont, mais pas tout de suite. Voici les préalables à faire. Ça, c'est une opposition aux idées, par exemple, du pouvoir, mais qui serait constructive. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de parler de la zone de libre-échange continentale. Je n'ai pas entendu un seul leader de l'opposition ouvrir la bouche pour donner son avis. C'est quel genre d'opposition? C'est simplement pour aller dans la rue et puis manifester? Non. Moi, je voudrais une opposition intelligente, constructive. C'est-à-dire, on s'oppose sur les idées, mais pas une opposition basée sur les personnes. Et surtout, je ne veux pas cette opposition-là qui tourne autour des individus que nous connaissons, qui ont été soit des criminels, soit des voleurs, soit des mauvais gestionnaires. Et parce qu'ils ne sont pas au pouvoir, ils font beaucoup de bruit, ils remuent terre et ciel
Pourquoi? Parce qu'ils veulent revenir au pouvoir pour continuer leur sale besogne de détournement des fonds publics, de prédation des ressources naturelles et surtout des crimes, des guerres, des crimes contre l'humanité et consorts. Je voudrais que les membres, que la population congolaise analyse chacun de nous pour savoir d'où nous venons, ce que nous avons fait avant, si nous avons la responsabilité dans ce qui nous est arrivé en tant que pays dans la faillite de l'État. Et en ce moment-là, on va faire le distinguo entre les bons opposants, les vrais opposants, et simplement des opportunistes qui sont là pour se servir et surtout pour crier quand ils ne sont pas au pouvoir. Alors, docteur, que conseillerez-vous au cadre de la MOCA, que vous aimez appeler un petit groupe d'opposants pour plus d'excellence dans leur opposition? Je n'ai aucun conseil à leur donner. Aucun conseil. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont indépendants, ils sont souverains donc dans leur pays. Moi, je n'ai aucun conseil à leur donner. Et je souhaiterais d'ailleurs, s'ils peuvent faire autant de fautes et puis disparaître de la scène politique au Congo, ce serait une bonne chose pour la République démocratique du Congo. Donc, je n'ai pas de conseil à leur donner. Bien au contraire, je peux leur dire, disloquez-vous le plus rapidement possible, comme ça le peuple congolais est libéré. À la position de la MOCA, le docteur Noël Tchani Mwadiamvita s'est dit il n'a pas de conseil à leur donner, c'est mieux que cette opposition disparaisse. Ça, c'est son point de vue que nous devons aussi respecter. Alors, docteur, le gouvernement tarde à sortir jusqu'à ce jour. Si vous comptez avec nous, ça fait plus de 170 jours après la prestation de serment du président Félix Tshisekedi. D'abord, comment pensez-vous que ce vide pèse sur le fonctionnement d'un pays comme la RDC? Bon, c'est un vide qui est déplorable, qui est préjudiciable à la République démocratique du Congo et au peuple congolais parce que rien ne s'est fait. Et ce qui s'est fait est fait de façon imparfaite. Je donne l'exemple. Le président de la République vient d'engager le pays en adhérant à la zone de libre-échange au niveau africain. C'est une décision qu'il a prise. Mais est-ce que cette décision a été discutée par le gouvernement? Est-ce qu'elle a été débattue en Conseil des ministres? Non. Est-ce qu'elle a été discutée au niveau du Parlement? Elle a été discutée au niveau du Sénat? Non. Donc, il a pris des décisions en tant que personne, engageant toute la République démocratique du Congo à l'absence du gouvernement. Si on avait un gouvernement, peut-être qu'on n'aurait pas adhéré. Ou bien on aurait vu les choses telles que je les vois aujourd'hui, dans le sens de mettre des préalables d'abord avant de pouvoir adhérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a tout plein d'investisseurs aujourd'hui qui regardent la République démocratique du Congo, mais qui ne peuvent pas investir dans notre pays. Pourquoi? Parce que il y a l'incertitude. L'incertitude donc vient de quoi? On ne sait pas si on aura un gouvernement crédible ou bien un gouvernement composé des mêmes caciques qui ont fait que le pays soit à genoux aujourd'hui. Si on reprend les mêmes et on recommence, c'est qu'on n'a rien compris. Et en ce moment-là, on ne va pas rassurer la communauté des investisseurs ou du secteur privé. Donc, moi, je dirais que cette absence de gouvernement coûte cher au pays. Elle est préjudiciable à la République démocratique du Congo. Et il faudrait qu'on aille vite pour mettre en place un gouvernement responsable qui puisse commencer à s'adresser aux défis de développement de la République démocratique du Congo et surtout qui puisse se mettre à améliorer l'environnement des affaires, l'environnement social général pour créer de bonnes conditions pour tout le peuple congolais afin que nous puissions vivre dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, docteur Noël Tchani Mwadiamvita. Nous sommes arrivés, chers téléspectateurs, à la fin de notre mission. Nous disons merci à notre invité, docteur Noël Tchani Mwadiamvita. Une fois encore, merci, docteur, pour votre disponibilité. Nous disons également merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à Patrick Kikomba, merci à Blanchard Zola, et merci aussi à M. Yvon Ramazani, qui est le PDG de cette entreprise médiatique qui est BSC TV. Et à la prochaine.